Ah ben oui, voilà lui, simplement. Je suis assez à la bougie. Donc nous allons commencer cette conférence sur l'alimentation, la sécurité sociale de l'alimentation. Tout d'abord, vous remercier d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement malgré le froid, et même en bicyclette, n'est-ce pas, Sarah? Ensuite, peut-être vous dire un mot au titre du Relais solidaire, qui sont, comme vous le voyez, un restaurant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui connaissent le restaurant, qui sont aussi un centre de formation et un lieu d'événements culturels, traiteurs, etc. Il y a quelques paquettes, là, si vous souhaitez prendre des paquettes. Par ailleurs, peut-être demander à un élu de la ville de Pantin de dire pour quelle raison nous avons organisé ce mois de SS ensemble avec la ville de Pantin. Bon, on a fait 4 journées thématiques. Aujourd'hui, c'est la 3e, je crois, et sur l'alimentation. C'est le plus plein. Oui, je suis Jacques. Il y a maintenant un élu à l'économie sociale et solidaire très actif sur la ville qui a décidé chaque année de s'engager dans la semaine de l'économie sociale et solidaire et qui a proposé un programme avec les relais. Donc voilà, il y a eu des activités tout le long, on espère que les gens sont contents. C'est vrai que la journée, elle n'est pas quand même... c'était pas une journée pour recruter beaucoup de monde, en tout cas cette conférence elle est intéressante, avec plaisir. Voilà, je vais vous laisser démarrer, puis on interviendra peut-être tout au long des débats. Merci. Effectivement, on attend quelques autres personnes qui s'étaient inscrites sur notre Facebook ou je ne sais quoi. Je suis pas spécialiste. Et notamment des gens du département, donc j'espère qu'ils arriveront. Alors, comme introduction, déjà présenter Sarah et Franck, mais ils se présenteront eux-mêmes. Simplement pour vous dire pourquoi cette journée, pourquoi moi je pensais qu'il serait important cette journée, ou cette conférence en tout cas, dans la journée, parce qu'en fait la question de l'alimentation est une question qui nous concerne tous, bien évidemment. C'est une question qui vient, l'alimentation vient de faire l'objet d'un rapport de France Stratégie, octobre 2021, donc un rapport très récent, un rapport qui fait un certain nombre de constats. Et alors sur le constat, je les laisse donner le constat ensuite, mais sur le constat, tout le monde est d'accord. De la production à la restauration, eh ben, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas bien. Mais alors après, sur les solutions, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, les solutions de France Stratégie, on pourra en parler dans le débat. La solution, pas l'unique solution, mais une des solutions à la question aujourd'hui de ce que c'est que le droit à l'alimentation pour tous et toutes, c'est peut-être la sécurité sociale de l'alimentation. Et ça nous semble important de le mettre dans une journée de l'alimentation parce qu'il y a des tas d'initiatives qu'on va qualifier de locales aujourd'hui. Il y a la butinerie, il y a effectivement Karma, il y a quelques initiatives prises par les collectivités locales, la ville, le département, il y a les relais solidaires, il y en a d'autres que je ne cite pas, je marche sur l'eau. Mais toutes ces initiatives, elles sont locales. Et la question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas obligé de réfléchir en termes de filière alimentaire, de la production à la consommation, et pour ce faire, de raisonner de manière un peu systémique, tant macroéconomique que politique. Donc c'est un peu l'idée qu'on avait aujourd'hui pour cette conférence. Il ne s'agit pas d'un débat, parce que voilà, c'est une conférence. J'ai demandé à nos intervenants de bien les préciser ce que c'était que la sécurité sociale, ce que c'était la sécurité sociale de l'alimentation. Alors à moins qu'ici, il y ait je vais faire tout de suite, je vais vérifier, à moins qu'ici, il y ait des gens qui sont au courant à 100% de ce que c'est que la sécurité sociale ou la sécurité sociale de l'alimentation. S'il y a quelqu'un qui le sait. Bon, donc nous avons bien fait de partir un peu non pas du b.a.-ba, mais en tout cas de l'histoire. Et ensuite de remonter jusqu'à l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà ce que je voulais dire en entrée de jeu, et tout de suite, parce qu'il est déjà 4h moins 5 et qu'on a jusqu'à 5h à peu près, tu seras peut-être obligé de partir avant. Non, je vais m'arranger. Tu vas t'arranger. Eh bien, je laisse la parole à nos intervenants pour qu'ils se présentent.
Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Cohen, je suis ingénieure agronome à l'INRA. Je travaille sur... alors désolée, j'ai la voix qui mue là en ce moment. Je suis un petit peu malade. Je travaille sur les captages en eau potable et la pollution au nitrate et je suis militante à Ingénieurs sans frontières Agrista. J'ai commencé à m'intéresser au système alimentaire après 3 ans de travail sur les systèmes alimentaires locaux et durables dans mon précédent poste, qui m'ont fait prendre conscience à quel point c'est des leviers incroyables de transition des territoires écologiques et sociaux et économiques. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Agrista il y a quelques mois pour travailler sur cette thématique de sécurité sociale de l'alimentation, qui est un projet qui m'a beaucoup séduite. Je présente peut-être Ingénieurs sans frontières Agrista et la fédération très rapidement. Donc Ingénieurs sans frontières Agrista, c'est agriculture et souveraineté alimentaire. Et on est une vingtaine d'agronomes et de citoyens qui travaillons à la réalisation de la souveraineté alimentaire et de la mise en place de systèmes alimentaires respectueux des territoires, des gens et de l'environnement. Et on est un groupe thématique de la Fédération Ingénieurs sans frontières, qui est une association de solidarité internationale qui travaille surtout à la formation des ingénieurs et qui adopte une posture critique de cette formation des ingénieurs et de l'ingénierie en général pour améliorer cette formation et faire des ingénieurs des citoyens qui soient conscients des enjeux dans lesquels ils vont travailler et qui soient aussi capables de se positionner ou en tout cas de déconstruire les rapports de domination qui conditionnent nos sociétés. Et je laisse Franck se présenter. Merci bien. Je suis Franck Laventure. Je suis en salaire continué débarrassé du marché du travail, autrement dit à la retraite. Mais je n'aime pas du tout le mot de retraite, parce que dans le mot retraite, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui y aspirent, il y a retrait, retirer, battre en retraite, sans parler des retraites religieuses ou autres. Donc voilà. Mais en même temps, je suis adhérent à une association d'éducation populaire qui s'appelle Réseau Salariat. Cette association d'éducation populaire a été initiée par Bernard Friot, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du régime général de la sécurité sociale. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Si ça vous intéresse, je pourrais parler ultérieurement un peu plus de Réseau Salariat, mais voilà, pour me situer. Et au sein de Réseau Salariat, il y a un groupe thématique qui travaille sur la sécurité sociale, de l'alimentation, projet qui a plutôt été initié par Agrista et Ingénieurs sans frontières, mais à un moment donné, on s'est assez vite retrouvés. Et nous faisons partie, Réseau Salariat, Agrista et d'autres, d'un collectif. Et je vais laisser Sarah peut-être présenter le collectif. Non, vas-y. Ah non, j'y vais. Si tu veux, vas-y. Ah non, ouais. Mais bon. Donc on se retrouve au sein d'un collectif où il y a notamment démocratie alimentaire et Dominique Paturel qui est plus proche, c'est un petit peu elle qui est à l'origine de cette conférence. Il y a le Secours catholique, il y a Mutual et Lunal, il y a la Confédération paysanne, la Confédération paysanne, les amis de la Confédération, l'atelier paysan, les CIVAM, voilà, tout ça. Et c'est peut-être un petit regret, mais ça va s'arranger avec le temps. C'est que c'est très tourné vers la production agricole et au sein de la filière, il y a aussi d'autres choses. Il y a la transformation et surtout la distribution. Donc là, il y a fort à faire. Donc voilà, et notre boussole à tous, c'est quand même le régime général de la sécurité sociale, mais dont je vous parlerai dans un deuxième temps. Est-ce que j'ai oublié des organisations au sein du collectif? Je ne pense pas. Peut-être juste dire qu'on travaille aussi en partenariat avec le Miramap. Ah oui, la Miramap. Et le Secours catholique. Ouais, voilà. Je reprends la parole. Du coup, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de reprendre les constats
peut-être qui ont amené le collectif à travailler, enfin les différentes personnes du collectif, à former le collectif déjà et puis à travailler sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc il y a 2 constats. Le premier, c'est qu'aujourd'hui on est face à des politiques agricoles et alimentaires qui favorisent la dualisation des modèles et qui rejettent la responsabilité sur le consommateur. Donc grosso modo, il y a 2 grands modèles qui ont à l'intérieur aussi des spécificités. Enfin, on pourrait aussi identifier des petits modèles à l'intérieur de ces grands modèles, mais il y a un modèle dominant qui vise la maximisation du profit, qui est très mécanisé, chimique et technologique de plus en plus, et un modèle plus respectueux de l'environnement. Et donc ce modèle dominant, il se fait au détriment des travailleurs, que ce soit les agriculteurs qui... Pardon. Quand tu es fatigué, tu me passes le relais. Mais... Ouais. Ça va. Pour l'instant, ça va. Les agriculteurs qui peinent à vivre de leur travail, c'est une profession où il y a énormément de suicides parce qu'il y a besoin en permanence de baisser les prix d'achat, etc. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à ne pas réussir à vivre de leur production. C'est aussi une profession qui est très peu attractive parce que très isolée, etc., qui fait qu'il y a beaucoup de travail saisonnier, et notamment de travail de migrants ou de gens qui viennent d'ailleurs pour travailler et dont les droits ne sont pas toujours respectés. Et cette situation fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs en France. Aujourd'hui, il y a 600 000 agriculteurs en France, là où, selon la Confédération paysanne, il en faudrait 1 million. Ce premier modèle se fait aussi au détriment du vivant, il contribue fortement à la perte de biodiversité, donc la 6e extinction de la biodiversité dont on parle beaucoup, à la pollution des eaux, du sol, de la terre, au changement climatique. Il faut savoir que 19% des émissions, le modèle agricole représente 19% des émissions de gaz à effet de serre en France, et c'est 1/4 des émissions dans le monde. Donc c'est dû à la fois à l'augmentation du cheptel, à la production, à l'épandage des engrais minéraux, à tout ce qui est combustion du pétrole, etc., qui est nécessaire pour la production agricole. Et puis il y a aussi une perte de diversité génétique avec la standardisation des espèces cultivées et des races parce qu'elles sont sélectionnées surtout pour leur productivité, donc on perd énormément en résilience aussi face aux aléas qui sont de plus en plus importants avec le changement climatique. Donc ça, c'est un deuxième point. Et enfin, ce modèle dominant, il se fait aussi au détriment des consommateurs. Donc avec tous les impacts sur la santé que ça peut avoir. Donc il y a une étude qui a été reprise par un rapport parlementaire en 2018 qui se base sur des travaux faits à l'INRA, qui montre que j'avais noté 36% des décès en France qui peuvent être dirigés directement ou indirectement sur une alimentation de mauvaise qualité. Donc de mauvaise qualité, ça veut dire avec énormément de mutagènes, de cancérogènes, mal équilibrés en termes d'acides gras, etc. On reprend mon petit... et de perturbateurs endocriniens également. Pour le consommateur, il y a une externalisation de plus en plus forte entre le mangeur, enfin la production agricole et le mangeur, que ce soit spatial, temporel ou technologique, ce qui fait que les consommateurs que nous sommes devons faire de plus en plus confiance au système alimentaire et aux acteurs du système alimentaire, ce qui ne va pas de soi, étant donné qu'il y a énormément de crises qui ont eu lieu ces 30 dernières années. Et enfin, c'est la place du consommateur qui a changé. Là où au début de la consommation de masse, le consommateur, qui était surtout la ménagère, devait être protégé, avec la naissance de la Fédération des consommateurs, UFC Que Choisir, qui était là justement pour lutter contre la fraude et apporter de l'information aux consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur, il est de plus en plus un acteur du système alimentaire
et on reporte la responsabilité du développement des systèmes alimentaires plus respectueux sur son propre choix. Or, on est face à une individualisation de l'alimentation, et en même temps, pour que le choix du consommateur puisse avoir effectivement un effet, il faudrait que ce soit quelque chose de collectif, avec un boycott général de certains produits, pour qu'il y ait effectivement un impact sur ce qu'il pourrait y avoir sur des modifications du système sur le territoire. Voilà, et donc ça nous amène au deuxième modèle, qui regroupe un peu toutes les alternatives plus durables, qui englobent dans leur fonctionnement les enjeux sociaux et environnementaux, donc avec les labels bio, commerce équitable et compagnie. Or, on voit aujourd'hui que ces systèmes arrivent un petit peu à bout de souffle, avec des AMAP qui sont plus rentables, des activités très chronophages pour les agriculteurs, avec des agriculteurs qui passent à la fois en bio et en circuit court et qui ne s'en sortent plus, parce que ça a été réapproprié aussi par l'agro-industrie. Et ce choix qui est donné aux consommateurs de développer ces systèmes-là permet à l'État de se désengager des politiques publiques agricoles et alimentaires. Excusez-moi. Oui, un point très important, de se désengager des politiques publiques agricoles et alimentaires, mais tous les consommateurs n'ont pas la possibilité de faire ce choix. Parce que ça dépend de la capacité financière des consommateurs, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, parce qu'en France, il y a énormément de gens qui ne font pas le choix de leur alimentation. Et donc ça nous amène au deuxième constat. Désolée pour les petits blancs dans mes présentations. Le deuxième constat, c'est qu'en France, on a beaucoup de gens qui ont une difficulté à se nourrir. Donc l'alimentation, c'est une variable d'ajustement dans le budget des ménages. C'est-à-dire qu'elle va passer après toutes les dépenses contraintes qui sont le transport, le logement et l'énergie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 26 millions de personnes qui ne font pas le choix de ce qu'ils mangent. Donc ça fait quand même un tiers de la population française. Et 7 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire pour se nourrir. Ce qui est très problématique dans la mesure où l'État français a ratifié le droit à l'alimentation et ne l'applique pas, ou en tout cas le renvoie vers l'aide alimentaire qui ne permet pas d'appliquer ce droit à l'alimentation, parce que le droit à l'alimentation, c'est pas juste le droit de se nourrir et de ne pas mourir de faim, c'est aussi le droit à choisir ce qu'on veut manger. Et donc j'avais sélectionné la définition de Jean Ziegler, qui est le rapporteur de l'ONU sur le droit à l'alimentation, que je peux vous lire, je peux vous la lire. C'est le droit de disposer d'un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achat monétaire, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique, physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Donc on voit bien que l'aide alimentaire sur laquelle s'appuie l'État ne permet pas du tout de répondre à ce droit à l'alimentation. Surtout avec la façon dont il procède. Surtout avec la façon dont il procède, parce que depuis 2016, avec la loi Garot, l'aide alimentaire a été directement liée à la lutte contre le gaspillage. Donc, c'est-à-dire qu'avant, la grande distribution devait détruire ses invendus et payer une taxe pour ça. Aujourd'hui, elle doit les donner et il y a une défiscalisation qui est faite sur ces noms. Donc la loi Garot, qui s'appuie sur le rapport Garot, qui visait dans l'un de ses premiers objectifs la lutte contre la surproduction, qui est l'une des premières causes en fait de ce gaspillage alimentaire, finalement lui offre un débouché qui est rentable. La défiscalisation qui a lieu dans l'aide alimentaire, c'est les 3/4 de l'aide, du montant dépensé pour l'aide alimentaire, c'est 361 millions d'euros qui sont défiscalisés pour les dons alimentaires, sur un total de 460 millions d'euros d'aide alimentaire. Donc c'est un débouché extrêmement rentable qui ne va pas du tout permettre de limiter la surproduction et la lutte contre le gaspillage. Et puis ça pose un deuxième problème, c'est qu'on considère que c'est OK
que ce que nous on ne veut pas manger, ce qui est considéré comme impropre à la consommation, soit donné aux gens qui sont en situation de précarité et qui ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent manger. Et ça, c'est aussi les travaux qui ont été faits, un travail de thèse de Bénédicte Bonzi qui a été fait sur la violence alimentaire et qui montre que cette aide alimentaire, la manière dont elle est faite, bon alors il ne s'agit pas du tout de critiquer le travail des bénévoles qui est vraiment louable et nécessaire aujourd'hui dans la mesure où il n'y a rien d'autre, mais cette aide alimentaire elle est très violente pour à la fois les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire parce qu'ils n'ont pas le choix de ce qu'ils mangent et que c'est aussi très stigmatisant. On va vérifier qu'ils sont suffisamment pauvres avec le calcul du reste à vivre pour avoir accès à l'aide alimentaire. On va leur proposer des cours de cuisine parce que s'ils sont malades, c'est parce qu'ils ne savent pas cuisiner, etc. C'est aussi une violence pour les bénévoles de l'aide alimentaire qui sont insatisfaits de ce qu'ils offrent aux personnes qui souhaitent aider. Et qui en plus, il y a un transfert de responsabilité entre ce qui était à la base sur l'agro-industrie et la grande distribution, qui était de faire le choix entre ce qu'on jette et ce qu'on donne, ce qu'on vend, qui aujourd'hui est porté directement par les bénévoles qui, par la maraude, vont aller trier dans les magasins ce qui doit être donné et ce qui va être jeté. Et enfin, c'est une violence pour les agriculteurs qui subissent une pression très forte pour baisser leur marge et pour continuer à avoir une part de marché avec des produits avec des produits bruts qui vont avoir une part de plus en plus, en coût de plus en plus faible dans le prix global des produits et qui n'arrivent pas à vivre à cause de ça, de leur travail. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs vivent des aides PAC, des subventions, et qui du coup vont surproduire parce que à défaut de mieux produire et de valoriser leurs produits, ils vont produire plus. Et cette surproduction, elle va ensuite être donnée et défiscalisée à nouveau pour être, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. Et enfin, pour finir, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui vont avoir recours à l'aide alimentaire. Donc là, on est vraiment face à l'aberration de ce système, où d'une part, on a des paysans qui n'arrivent pas à vivre, d'autre part, des gens qui n'arrivent pas à manger, et au milieu de ça, un système agro-industriel qui s'en sort plutôt bien, avec tous les impacts que ça a sur l'environnement et l'international. Et la santé. Et la santé, ouais. Tout à fait. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des constats que je voulais présenter. Donc du coup, je vais te laisser présenter la suite, et donc surtout les bases de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation qui vise justement à répondre à ces enjeux et qui se base sur le fonctionnement de la sécurité sociale. On va faire un petit peu d'histoire, ou plus exactement le régime général de la sécurité sociale tel qu'il a été mis en place en 1945-1946. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on parle de protection sociale. La protection sociale est née à peu près en même temps que les soucis d'écologie, c'est-à-dire au 19e. Hein, donc ça remonte à loin. Et tout ce qui se passe dans la première moitié du 20e, c'est que l'on considère, mais comme on continue de nous considérer, on nous considère comme des mineurs économiques et non pas comme des majeurs. C'est-à-dire que toutes les expériences de protection sociale qui existaient dans la première moitié du XXe siècle, c'était soit sur des branches, soit dans des entreprises, mais c'était les employeurs, c'était les gens qui avaient le pouvoir, mais on pourrait d'ailleurs, dans ce que nous vivons au travers de la pandémie, on ne nous considère pas comme des majeurs, on nous considère comme des mineurs. Je parle mineurs, c'est pas au sens de la mine, mineurs au sens mineur et majeur. Et ce qui va se passer, donc il y a des choses qui se construisent, il y a tout un tas d'expériences. Et ce qui va se passer, c'est que il y a la Deuxième Guerre mondiale qui arrive, et il y a les réunions du Conseil national de la résistance, qui a commencé à se réunir en mai 1943, et ces réunions du Conseil national de la résistance vont aboutir à un programme politique signé à l'époque par
tous les partis politiques. Et ce programme s'appelle les jours heureux. Et la question à laquelle on essaye de répondre, comment plus jamais la barbarie nazie? Et pour plus jamais la barbarie nazie, il faut qu'on ait un minimum pour vivre, c'est-à-dire on est malade, eh ben on continue à un peu gagner sa vie. Il arrive un âge où on ne peut plus travailler, eh bien on a un salaire continué. Et c'est ça qui va se passer en 10 mois, dans une France ruinée, en 45-46. On va mettre en place l'idée qui est le régime général de la sécurité sociale, qui se fait sur 2 critères. Un taux unique, interprofessionnel. Tout le monde n'y est pas rentré, il y a eu des électriciens, les agriculteurs n'y sont pas rentrés, les indépendants n'y sont pas rentrés, mais ce régime général a constitué quelque chose de très important, et qui pendant 20 ans, c'est-à-dire de 46 à 67, eh bien il y a très très peu d'employeurs. Les employeurs ne représentent qu'un quart dans ceux qui gèrent ce régime général de sécurité sociale. C'est des salariés élus qui vont gérer ce système, ce régime général. C'est-à-dire que pour les plus anciens, on se souviendra que la dernière élection a eu lieu en 81 ou 82, et dans chaque caisse primaire d'assurance maladie, les salariés élisaient les membres du conseil d'administration de cette association, qui constitue la caisse primaire d'assurance maladie, et les membres du conseil d'administration vont élire le directeur. Et ça va fonctionner comme ça, c'est-à-dire que c'est là où je dis qu'on se comporte comme des majeurs économiques, c'est-à-dire ce sont les salariés qui s'emparent de leur santé. C'est eux qui s'occupent de leur santé et qui la gèrent. À l'époque, c'est un budget qui est équivalent à celui de l'État. Parce qu'aujourd'hui, au travers des comités d'entreprise et tout ça, on a l'air de nous dire c'est pour vos salariés, ils ont des budgets. On nous dit ça beaucoup pour la CCAS chez les électriciens, c'est des budgets beaucoup trop importants, ils ne sont pas capables. Donc on est bien dans cette notion de minorité, de majorité et économique. C'est important parce qu'on va retrouver ça aussi dans la sécurité sociale de l'alimentation. On nous considère, dans tout ce qu'a dit Sarah, on nous considère bien comme des mineurs économiques, comme des mineurs. Il faut bien attribuer une alimentation. En plus, si on peut aider la grande distribution à défiscaliser et au détriment de tout le reste. Donc voilà, c'est cette notion-là que la boussole dans la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que les citoyens retrouvent la maîtrise de leur alimentation. Donc voilà, c'est ça qui se passe et qui va fonctionner donc comme ça pendant 20 ans. Et qui donc on va mettre en place le système de retraite. Ambroise Croizat, qui est le ministre du Travail, le seul ministre du Travail ouvrier de la métallurgie, je dis ça en passant comme ça, qui met ça, il va mourir très très vite, il meurt en 51, et il aura quasiment un enterrement à la Victor Hugo, parce que tous les anciens, tous les vieux de Paris vont lui rendre hommage. Ils ont commencé à toucher une retraite et c'est quelque chose de très élevé. Au niveau de la santé, c'est très important. Je vous renverrai, je ne saurais trop vous conseiller de voir La Sociale, que certains d'entre vous ont peut-être vu. C'est un film documentaire de Gilles Perret, et où c'est un Savoyard, Perret, et il a retrouvé le Savoyard qui a mis en place le régime général de sécurité sociale en Savoie, qui avait à l'époque 96 ans, le pauvre. C'est le film, il est de 2015. Mais je vous renvoie, ce film est vraiment très très bien. Trouvez-le, voyez-le, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont intéressantes. Alors, vous pensez bien que de toute façon, tout ça n'est pas une histoire de sous, c'est qu'à un moment donné, c'est assez insupportable qu'on laisse justement les salariés s'occuper de leur santé. Donc il va y avoir des premières attaques, et la première grande... De Gaulle, quand il revient au pouvoir, va reculer les élections, va renvoyer les élections, et en 66-67, on va mettre en place le paritarisme,
Et alors on sait ce que c'est le paritarisme. Hein. Le paritarisme, c'est autant d'employeurs que d'organisations de salariés, sauf qu'à un moment donné, les organisations d'employeurs vont forcément trouver des moyens de s'acoquiner avec une organisation syndicale de salariés, et donc c'est finalement les employeurs qui reprennent le pouvoir. Et surtout, autre chose qu'on va faire en 66-67, on va plafonner la sécurité sociale, ce qui va entraîner la mise en place de complémentaires santé, complémentaires retraite dont on parle, mais dont la logique est totalement différente. La logique du régime général de la sécurité sociale, c'est recevoir selon ses besoins et cotiser selon ses moyens. Alors que toutes les complémentaires, c'est je cotise, j'ai droit. Plus je cotise, plus j'ai droit. On voit bien que ce n'est pas du tout la même logique. Et donc ces complémentaires vont se et on en parle. Moi j'aime beaucoup Macron quand il dit il y a tellement d'inégalités dans les régimes de retraite, on va faire un régime universel, juste, on va supprimer tous les régimes spéciaux, on va faire un truc, et qui est tout sur la logique des complémentaires retraite. Donc là, on est sûr que ça va devenir universel, mais sur une seule logique. Donc voilà, petite parenthèse au passage. Et puis, l'autre grande attaque contre ce régime général, c'est le livre blanc de la sécurité sociale, fin des années 80-89, de ce cher Rocard. J'espère que je ne blesse pas trop de rocardiens, mais il a fait ce livre blanc, et c'est donc Rocard qui introduit l'impôt. Jusqu'à maintenant, jusqu'en 89, c'était simplement des cotisations sociales. C'est-à-dire, quand on parle de prendre en main sa santé, c'est les cotisations sociales, c'est du travail, c'est du salaire. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui cotisent gèrent leur santé. Et là, à partir de 89, le livre blanc de la sécurité sociale va créer la cotisation CSG, cotisation... Merci. Cotisation sociale généralisée. Et là, la grande transformation, c'est qu'on passe sous l'impôt. Et c'est ce qui est en train de se faire. Quand on nous parle aujourd'hui de grande sécurité sociale, on parle un petit peu de ça. Mais c'est l'impôt. Et ça, du coup, c'est plus les salariés qui gèrent leur santé et leur retraite, mais c'est l'État. Et ça change complètement de logique. Et on y va de plus en plus. C'était parti tout petit au début des années 90. Et puis là, maintenant, ça ne fait que croître comme les... Petite parenthèse, en 95, Juppé, le meilleur d'entre nous, va mettre en place la CRDS, la Caisse de remboursement de la dette sociale. Et entre 95 et 2015, cette caisse aura collecté 81 milliards, mais comme elle va s'adresser aux banques, elle aura versé pratiquement la moitié en intérêts bancaires, c'est-à-dire 40 milliards en intérêts bancaires. Voilà. Bon. Alors, pour revenir à la... après, je vais relaisser la parole, Sarah aura un peu reposé sa voix. On va revenir à la sécurité sociale de l'alimentation. Pour la sécurité sociale de l'alimentation, bien entendu, la boussole, c'est le régime général de sécurité sociale. Régime général, donc, qui fonctionne sur... J'ai parlé de taux unique, donc c'est un taux unique de cotisation et interprofessionnel. Donc, ça, c'est pour le financement. On voit bien que c'est une logique, mais on va en reparler assez vite, on voit bien que c'est une logique macroéconomique. Ça ne peut être ce financement ne peut être qu'au niveau national. Et après, il y avait effectivement les caisses primaires d'assurance maladie, par exemple, où là, c'était au niveau local. Et ces caisses primaires conventionnent. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans ce régime, c'est que ça fait quasi, même encore, un salaire à vie pour tous les soignants, qu'ils fassent partie de la fonction publique hospitalière, même si elle est très maltraitée en ce moment, et même les libéraux de santé. C'est tout de même encore plus facile de s'installer médecin que de s'installer avocat ou architecte.
Donc voilà, ça a des conséquences assez directes de cette manière-là. Et donc après, effectivement, on va parler dans la sécurité sociale de l'alimentation de caisses locales, d'initiatives locales, et après on va se poser tous les problèmes. Ce qu'il faut adapter, on est au niveau des projets, ce que moi je trouve important dans ce régime général de la sécurité sociale, c'est que ça doit être notre boussole. Je ne dis pas faire pareil, parce que ce régime a loupé des trucs, genre les laboratoires. Bon, voilà. Donc voyons comment on peut faire. Et je trouve quand même intéressant d'être dans cette logique pour la sécurité sociale de l'alimentation, de dire on s'occupe de notre alimentation. J'ai fini ça. Enfin, j'ai fini. Je suis bavard un peu. Hein. C'était très intéressant. Donc effectivement, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, ça se base sur la sécurité sociale de santé, donc sur 3 piliers. En gros, chacun reçoit, pour l'instant c'est 150 € par mois. Mais le projet est celui-là. Le projet est comme ça, donc 150 € par mois que toutes les personnes qui vivent sur le territoire français reçoivent, donc pas que les citoyens, et les enfants aussi. Avec ces 150 € par mois, on peut acheter des produits qui sont conventionnés. Et les critères de conventionnement sont... produits... Ou des acteurs. Des produits produits par des professionnels conventionnés ou des produits conventionnés. Je sais pas s'il faut remettre un petit peu... Ça y est, j'ai fait des bêtises. Désolé. Et donc les critères de conventionnement sont décidés de manière démocratique et collective au niveau de caisses locales. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail de ces 3 piliers, donc l'universalité de l'accès, donc chacun reçoit 150 €. 150 € par mois, c'est en dessous de la moyenne de la dépense alimentaire en France, mais c'est 50 € de plus que ce que dépense le premier quartile donc les personnes les plus précaires en France. C'est important pour nous que ce soit universel et donc pas juste pour les pauvres, parce qu'on veut sortir de la stigmatisation, et que quand on dit qu'il y a une politique pour les pauvres, ça veut dire qu'il y a une politique pour les riches, et aussi parce que ce soit seulement pour les personnes les plus précaires, ça veut dire qu'on reconnaît les individus surtout dans leur manque et pas du tout dans leurs droits, et c'est pas ce que nous on recherche. C'est donc un financement qui est basé sur une cotisation sur la valeur ajoutée. Donc ça c'est un petit peu en débat, vous verrez qu'il y a pas mal de divergences au sein du collectif, hein. Il y a beaucoup de points qui sont discutés, et puis selon les structures on n'a pas toujours le même avis, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du projet, voilà. Et notamment ce point-là de l'assiette de cotisation, c'est quelque chose qui est discuté au sein du collectif. Juste pour dire que 150 € par mois, ça fait 120 milliards d'euros pour cette sécurité sociale de l'alimentation, et que 120 milliards d'euros, c'est la moitié du budget de la sécurité sociale. Donc effectivement, l'assiette de cotisation, c'est quelque chose qui est réfléchi au sein du collectif, donc ça pourrait être des cotisations salariales, des cotisations patronales, un mix des deux, ou la valeur ajoutée, donc ce qu'il y a une fois qu'on a payé les salaires. Ça pourrait être aussi compensé par une meilleure fraude contre l'évasion fiscale, ou par aussi une redirection des aides de la PAC, notamment pour l'investissement et pour permettre la transition des territoires. Donc nous à ISF Agrista, on est plutôt pour une cotisation salariale. Oui, c'est les salariés qui payent, autrement dit. C'est les salariés qui payent, autrement dit, ce qui fait que pour les personnes qui ont des salaires élevés, ça va impacter sur leur salaire net, mais c'est aussi une manière de s'affranchir du capital, de sortir des rapports de domination qu'il y a entre les salariés et les patrons, et comparé à une cotisation sur la valeur ajoutée, c'est aussi ne pas asseoir la sécurité sociale sur un modèle capitaliste, et donc d'assurer la naissance de cette sécurité sociale de l'alimentation sur l'existence de quelque chose que nous on souhaiterait voir disparaître. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette
cette proposition. Après, on va en reparler après. Les arguments pour et contre sont toujours bons, voilà, pour chacune de ces assiettes de cotisation. Et Franck abordera les arguments au réseau salariat, je pense. Évidemment. Ouais. Et donc enfin, dernier pilier, donc là on a vu l'universalité, le financement par la cotisation. Et le dernier pilier, c'est des critères de conventionnement qui sont décidés de manière collective et démocratique au niveau de caisses locales. Il y a 2 niveaux de conventionnement. Il y a un cadre national qui nous paraît indispensable parce qu'il y a des critères qui ne peuvent pas être décidés à l'échelle locale parce qu'ils concernent des enjeux qui sont globaux. Et donc on ne peut pas décider dans ce département-là qu'on ne va pas mettre de pesticides et dans l'autre qu'on va en mettre parce que l'eau, ça va partout. Donc, ou les enjeux de changement climatique, etc. Enfin voilà, il y a quand même des enjeux très globaux. Sur la constitution de ce cadre national, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité qui avait été envisagée, mais qui est en train d'être repensée, et je pense que c'est nécessaire, c'était qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient imposés aux caisses locales, notamment sur justement la rémunération des paysans, sur le non-conventionnement des entreprises qui rentraient dans des logiques de profit, donc de système capitaliste, et il y en avait 5-6 autres comme ça. Donc des critères qui étaient imposés aux caisses locales, et ensuite au niveau des caisses locales, des critères sur les professionnels qui cherchaient à conventionner ou les produits. Ce qui est en fait une démarche un petit peu descendante et antidémocratique. Aujourd'hui, ce qui est plutôt discuté, c'est que les caisses locales, on impose aux caisses locales la mise en débat d'un certain nombre de points sur lesquels elles doivent formuler des propositions, notamment sur tous ces enjeux globaux. Et les critères du cadre national travaillés au niveau des caisses locales remontent ensuite à l'échelle nationale, sont homogénéisés dans la caisse nationale et ensuite redescendent au niveau des caisses locales pour être aussi ajustés et adaptés à la réalité des territoires. Et donc ça, c'est assez important aussi, la faisabilité de ces critères, parce que sinon c'est une énorme brèche dans la démocratie de cette sécurité sociale de l'alimentation. Pour prendre un exemple, si les caisses décident de conventionner des produits bio, mais que sur le territoire, il n'y a pas assez de produits bio pour répondre à cette demande qui naît de ce conventionnement, c'est une brèche pour toute l'agro-industrie derrière qui va se retrouver à pouvoir vendre ses produits payés par ses cotisations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à éviter. Après, on ne cherche pas à imposer une vision de l'alimentation durable. Vraiment, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que les gens, les mangeurs et les mangeuses décident de ce qu'ils ont envie de manger. Et ça, ça implique un point très important qui est l'éducation populaire, avec un conventionnement en connaissance de cause qui pourrait aussi être appelé en connaissance de conséquences. Et donc cette sécurité sociale de l'alimentation, elle doit s'accompagner d'une formation aux enjeux agricoles, environnementaux, alimentaires, qui sont un peu les constats que je vous ai présentés au début, pour que les gens soient en capacité effectivement de choisir l'alimentation qui leur convient. Et on se base, et c'est aussi pour ça qu'on croit dans la démocratie, et on se base aussi sur l'expérience de la Convention citoyenne sur le climat, où on se rend compte que 150 personnes tirées au sort qui n'ont rien à voir avec les enjeux climatiques, une fois qu'ils ont les informations nécessaires, sont tout à fait capables de proposer des mesures qui sont bien plus ambitieuses que les politiques actuelles qui sont mises en place par des gens qui sont censés savoir ce qu'ils font. Voilà, il y avait un autre point sur ces caisses locales, c'est que le niveau, la taille de la caisse, c'est quelque chose qui est encore en train d'être développé. Donc on ne sait pas si c'est à l'échelle du canton, à l'échelle du bassin de vie, à l'échelle du département, parce que pareil, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, pour le canton, il y a des cantons, il y a 2 millions de personnes, il y a des cantons, il y a 60 millions de personnes.
Donc ensuite, pour le nombre de personnes qui intègrent la caisse et qui permettent aussi le débat, ça pose question parce que c'est des personnes qui seront tirées au sort, des citoyens tirés au sort. Mais pour qu'ils soient représentatifs du territoire, il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre le nombre de personnes dans la caisse et le nombre de personnes du bassin représentées. Bon, je crois que ma voix m'abandonne. Ouais. Voilà, du coup, je vais te laisser peut-être continuer. C'est quoi? Tu voulais parler sur quoi? Du coup, là, je pense que j'ai fait le tour des 3 piliers de la sécurité sociale de l'alimentation. Ce qu'on peut maintenant aborder, c'est peut-être les divergences qu'il y a au niveau de ces différents points pour qu'on puisse proposer des visions différentes. Et puis peut-être aborder justement, quelles sont les questions qui sont en débat aujourd'hui dans le collectif, et ça peut aussi amener une discussion avec vous sur des interrogations. On voit bien que ce projet est en construction, donc il y a à la fois du débat, des logiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, entre Réseau Salariat, mais même entre la Confédération Paysanne, Réseau Salariat, Grista, c'est tout à fait intéressant, mais tout ça est en train de se construire, et les choses, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le financement, qui ne peut être que macroéconomique, et donc qui ne verra le jour que s'il est sérieusement demandé, donc si suffisamment de gens qui sont mobilisés après ça. Et puis après, sur le conventionnement, effectivement, il y a tout un aller-retour entre, et puis aussi, effectivement, conventionnement d'acteurs de produits, aussi composition des caisses, qui va composer les caisses, des citoyens, mais des professionnels, et n'oublions pas que, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a toute la distribution, et je pense que pour la transformation, ça devrait aller, et ça devrait aller relativement bien, mais on s'attaque avec notamment la grande distribution, on s'attaque à un très très gros morceau. Mais voilà, c'est en train de s'avancer. Il y a effectivement, nous, le Réseau Salariat, on est plus sur un financement sur la valeur ajoutée, parce qu'après tout, si on peut assécher le capital, c'est comme ça qu'on en viendra peut-être à bout. Mais bon, voilà. Et puis moi, ce qui me gêne beaucoup, enfin nous, ce qui nous gêne beaucoup à Réseau Salariat, c'est la notion si la cotisation est sur le salaire net, ça revient à dire que c'est les salariés qui payent eux-mêmes sans... Bon, voilà. Mais il y a toutes ces logiques-là, il y a des confrontations, quelquefois un peu tendues, mais généralement ça se finit toujours bien. On n'est pas obligé de tout raconter, Franck. Je ne suis pas rentré dans le détail. Donc, non, mais il y a en tout cas beaucoup de points communs. Les différences très schématiquement, les différences qu'on peut avoir, c'est il y a des gens qui veulent véritablement remettre en cause et changer de paradigme, et il y a des gens qui sont plutôt dans l'accompagnement du système actuel, et c'est très difficile après. Mais tout ça va, j'ai une expression que j'aime bien, tout ça va avancer en marchant. Donc voilà. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais oui. Merci. Je voulais juste rajouter un point, peut-être, c'est les initiatives locales. Ah oui, pardon. Parce que ça fait aussi le lien avec la sécurité sociale de santé, qui s'est montée, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais par une fédération de mutuelles qui existait déjà, enfin de caisses qui existaient déjà sur le territoire. Tu me diras si je me trompe, mais il me semble que avant l'arrivée d'Ambroise Croizat, il y avait déjà tout un tas de mutuelles qui étaient spécifiques à des branches professionnelles, et que Ambroise Croizat a réussi justement à fédérer l'ensemble de ces caisses dans une sécurité sociale générale. Tout le monde était contre le régime général de la sécurité sociale. Ouais. Mais Ok, bon, en tout cas, moi, il me semblait ouais, qu'il s'était appuyé aussi sur l'existence de ces caisses. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'initiatives locales qui se revendiquent de la sécurité sociale de l'alimentation en France, qu'on essaye de réseauter pour aussi nourrir notre réflexion, et qui sont intéressantes peut-être pour asseoir, pour que l'ensemble de ces initiatives puisse permettre un basculement ensuite à quelque chose de national.
Voilà, cette fois, je pense que j'ai fini. Juste, on ne rentre pas dans le détail des différents. On ne parle pas de particulier, d'initiatives locales. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les initiatives locales ne peuvent être que locales, mais surtout ne peuvent être qu'avec un financement local, qui pourra être un financement d'une localité d'origine politique ou autre, mais ça ne sera que des expériences. Encore une fois, on rentrera dans le vif du sujet que quand on aura un financement macroéconomique, quand on se sera mis d'accord au sein du collectif entre valeur ajoutée ou cotisation sociale sur le travail. Voilà, ce coup-ci, Jacques, je te donne le micro. Merci. Mais on peut répondre à des questions. Oui, vous avez respecté quasi bien l'horaire. On avait dit une demi-heure, un quart d'heure, donc vous y êtes. Et je crois qu'il y a un continuum, pour continuer sur ce que les deux vous venez de dire, il y a un continuum entre les initiatives locales et effectivement ce projet macroéconomique et politique. Parce que non seulement c'est un problème de financement, c'est aussi un problème de majorité. C'est un problème de majorité politique par rapport à un tel sujet. Donc quelque part, voilà, vous l'avez compris, c'est pas demain que ça va se mettre en place. Mais il se trouve qu'en plus, il y a une actualité, puisque le gouvernement actuel vient de relancer une discussion sur la sécurité sociale, tu l'as dit, puisque effectivement, aujourd'hui, il y a des projets de changement de ce que c'est que la sécurité sociale santé. On peut imaginer vers quoi il veut aller, ce gouvernement, mais voilà, c'est le moment peut-être de discuter entre nous aussi de la sécurité sociale, telle qu'on souhaite la voir, santé et alimentation, parce que l'alimentation, je crois que ça a été dit, mais il faut le redire, c'est quand même un élément de santé. La question de l'obésité est à l'évidence quelque chose qui est important dans la société. Alors en France, on est en dessous un petit peu du taux moyen d'obésité par rapport au taux moyen européen. Mais enfin, on y tend. Donc, même s'il y a un repas à la française dont on se glorifie, il y a aussi beaucoup de malbouffe en France. Et simplement, ce que je voulais ajouter, et puis après, je crois qu'il faut que nous passions vos questions, vos demandes d'approfondissement. Ce que je voulais ajouter, c'est que sur les initiatives locales, ce qui est important aussi, c'est peut-être le redire, c'est que toutes nos initiatives locales permettent aussi la démocratie locale, c'est-à-dire en fait la démocratie alimentaire. Quand on discute à la pétinerie de ce que c'est qu'une alimentation saine, c'est effectivement quelque chose qui relève aussi de la prise en main, comme tu le disais, de notre question alimentaire et de la façon dont aujourd'hui on se comporte en tant que mangeur ou mangeuse, puisque le mot a été utilisé. Mais enfin, au restaurant Les Relais Solidaires, c'est pareil, parce qu'on fait un repas locavore, et ben on a la possibilité de travailler aussi sur cette démocratie alimentaire. Et je crois que c'est à partir de ces initiatives locales, même si elles ne sont pas toutes reliées à la sécurité sociale de l'alimentation, loin de là, c'est ces initiatives locales qui peuvent se réfléchir sur un système macroéconomique et politique. Et c'est ce continuum-là qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Voilà ce que me semblait important de redire ici, parce que ça peut peut-être paraître à certains d'entre vous très loin, dans les atmosphères hyper loin, mais bon, il y a quand même un continuum. Alors, maintenant, on va passer à la question des questions, à la séance des questions, pardon. Merci Natacha, merci Vianney de filmer, parce que tout ça est capté. Alors, c'est pas, je veux dire pas par là que tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous, mais simplement je voulais dire que nos intervenants sont peut-être obligés de redire la question, parce qu'il y aura effectivement un problème de son entre la salle et les intervenants, de façon à ce que derrière la captation soit la meilleure possible et que les gens qui suivront demain, après-demain, ou dans les jours qui viennent, ou dans les mois qui viennent, la captation, qu'ils y comprennent quelque chose. Quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Juste un petit mot avant de démarrer les questions. Sur l'aspect lointain, le régime général de la sécurité sociale s'est mis en place en 10 mois. Et en 10 mois,
et en 1947, il y a un petit document qui est le rapport de l'organisation des premières élections au régime général de la sécurité sociale. C'est en 1947, il y a les premières élections. Ça peut aller très vite. Je crois que si on laisse faire nos politiques tels qu'ils sont, mais là on est dans un horizon lointain. Par contre, je pense qu'il va y avoir des changements radicaux dans les 10 prochaines années, et c'est là où on se mobilisera ou non sur ce type de projet. J'ai fini. Voilà, donc qui lance la première question, la première intervention, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de questions, mais peut-être des interventions par rapport aux initiatives locales qui existent, de façon à ce que nos intervenants soient au courant de ce qui se passe aussi aujourd'hui. Peut-être Patrice? Merci. Alors moi je vais vous questionner, je vais vous challenger un peu. Avec plaisir. Moi je suis président de la butinerie de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on a créée. Le Relais est un des fondateurs avec d'autres acteurs à temps plein. J'ai deux questions, en fait, deux interrogations. La première sur le financement. Alors d'une part, le profit, c'est pas ça là. C'est pas ça là. La question c'est, quand on est un acteur économique, c'est qu'est-ce que ce profit sert à quoi? Y compris les acteurs d'économie sociale et solidaire, ils sont nécessairement, on espère, qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée et que ça leur permet d'avoir un petit peu de profit ou un petit peu de résultat qui peut être réinvesti dans leur projet au final. Ça c'est juste une réflexion. Sur les financements, il y a la question des effets d'externalité de l'alimentation. Pour moi c'est un objet central et notamment, vous l'avez abordé, aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on s'alimente génèrent un ensemble d'impacts sur notre santé à court terme ou à moyen terme. Quelles que soient les classes sociales. Ce n'est pas un problème de riches ou de pauvres, on est tous impactés différemment, mais on est tous impactés. Enfin, statistiquement, pas tout le monde, j'espère. Et donc, il y a des acteurs qui ont un bénéfice direct au fait que les gens s'alimentent mieux. C'est tous les acteurs, notamment de la santé et toutes les complémentaires, santé, la sécurité sociale et les complémentaires santé. Ce que nous, on a commencé à faire il y a quelques temps avec un tout petit peu, et ce sur quoi on va remonter au créneau en tant que butinerie, en tant qu'acteur local, c'est de réinterroger ces acteurs de la santé. En disant, mais si nous on met en place des réponses localement qui font que les personnes sont en meilleure santé, construisent une capacité à s'alimenter qui est moins problématique du point de vue de la santé, alors c'est une externalité positive pour vous. Donc vous avez, finalement, c'est une question de modèle économique pour vous-même. Donc investissez dans des initiatives comme les nôtres ou similaires, parce que ça va vous générer des bénéfices, c'est-à-dire moins de dépenses ultérieurement. Donc je vous pose la question de cette piste-là, parce que pour nous c'est une vraie question. Et alors ça renvoie à ma deuxième remarque, c'est que l'accessibilité à l'alimentation, à une bonne alimentation, bien entendu, vous avez raison, ça passe par des produits de qualité et des producteurs en santé, donc de soutenir aussi des producteurs qui sont en santé, qui ne vont pas s'épuiser. Mais l'accessibilité, elle n'est pas simplement financière. Elle rentre dans une compréhension de ce que signifie, vous l'avez un petit peu abordé, bien s'alimenter. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc tout de suite, on arrive sur des questions qui ne sont pas que des questions financières, on va être sur des questions quotidiennes, ça prend du temps. On va être sur des questions effectivement d'éducation, dans quelle famille j'ai été élevé et donc quelle pratique j'ai. Donc on va arriver sur des questions plus concrètes, de faire la cuisine. Alors, on va arriver sur des questions où un premier niveau c'est assez simple, bien manger, c'est le frais de saison non transformé, du végétal. Mais une fois qu'on a dit ça, on rentre dans des trucs un tout petit peu plus touchy, c'est l'équilibre alimentaire de mon repas, c'est la qualité nutritive d'un produit, etc., etc. Et donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu à construire des choix éclairés, chacun, pour bien s'alimenter. Donc je dis ça parce que je fais l'hypothèse que si cette sécurité sociale alimentaire se met en place, il faudrait trouver dans la façon dont elle soutient les choses, qu'elle ne soutienne pas simplement une relation entre un consommateur qui aurait un financement et des producteurs qui feraient des produits qui auraient été reconnus, conventionnés, mais qu'il y a des nouveaux intermédiaires à imaginer qui vont être ces tiers qui vont accompagner finalement à la compréhension des enjeux, au lien, au
aussi entre les producteurs et les consommateurs. C'est exactement ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est quoi les circuits directs que vous connaissez comme les vêtements chinois? C'est quoi les producteurs qui font des produits de qualité? Comment on s'organise pour construire des commandes groupées? Et tout ça, c'est pas de la génération spontanée. Si on veut dépasser simplement des militants ou des gens qui ont de la famille dans l'Aveyron, donc qui ont un producteur aveyronnais sous le coude, mais en fait, tout ça, c'est de l'organisation, c'est du temps, c'est des moyens, c'est de l'information, c'est de l'accompagnement des personnes. Donc c'est aussi ma réflexion, c'est comment on réinscrit votre projet aussi dans des espaces de ce type, des espaces. C'est une convention. On va prendre une série d'interventions ou de questionnements, si d'autres souhaitent, de façon à ce qu'on puisse peut-être répondre de manière un peu continue, sans qu'il y ait de... Est-ce que... Je croyais qu'il y avait une main, non, j'ai imaginé. Oui. Présentez-vous aussi en même temps, parce que... On a monté une association qui s'appelle Place des Fêtes, la faillite PES, pour faire une remontée démocratique des gens qui n'ont plus de visibilité, leur permettre, dans un système surmédiatisé, de se faire connaître. La question, c'est une question, c'est un constat plutôt qui va dans le sens de la politique fiscale. On s'est pas mal intéressé, par exemple, aux agences de bassin, et là c'est un petit peu à l'agronome. Quand on sait que les agences de bassin sont financées essentiellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez faire confiance, par l'argent que payent les gens pour avoir l'eau. C'est-à-dire que ça va directement, c'est eux qui financent les agences de bassin. Les agences de bassin sont en général, bénéficient beaucoup de la distribution de l'eau à des fabricants de maïs. Vous voyez, une raison vraiment systémique, et ça je m'adresse aussi à M. Laventure. Donc c'est pour savoir, est-ce que, parce qu'ils payent l'eau très très peu cher en fait, c'est ça. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause une politique fiscale, c'est-à-dire que les bénéficiaires devraient être les payeurs, dans ce cas-là, et peut-être que dans ce cas on les fait rentrer dans un jeu démocratique, où ils ne sont pas uniquement des bénéficiaires. Donc est-ce qu'il y a l'enjeu local, évidemment, dont vous avez parlé, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi parler d'un enjeu plus global, où effectivement il faudra remettre en place une politique fiscale qui ne soit pas au service de l'agroalimentaire, mais qui soit au service des gens qui mangent. Voilà. Si on est dans les questions, moi j'en ai une aussi. C'est la question sur la restauration. Parce qu'en fait, dans la filière alimentaire, on a effectivement beaucoup parlé de la production, on parle beaucoup de la consommation. Et puis après, il y a effectivement la question de la distribution. Alors, ça va en partie dans les réseaux conventionnés, c'est les fameuses conventions de produits ou d'acteurs. Est-ce que vous avez imaginé quelque chose par rapport au restaurant? Peut-être que dans vos débats, vous n'en êtes pas encore là. Mais enfin, ça serait intéressant de savoir quels sont les critères que vous verriez pour effectivement qu'un restaurant soit conventionné comme un élément conventionnant, donc un organisme conventionné pour effectivement la sécurité sociale de l'alimentation. Il y avait une autre question. Bonsoir, je suis donc élu comme Justine Quentin et on s'occupe plus précisément de la restauration collective scolaire. Moi, ma question, c'est en rapport avec les 150 € alloués par an. C'est par mois. Par mois. C'est par mois, mais effectivement, c'est prévu pour les enfants, pour tout le monde. Où est-ce qu'on met pour le moment des personnes qui ont des CMU, des choses comme ça, Une seconde chose, c'est en retour. Ah, d'accord. Une seconde chose, en retour, on voudrait asseoir sur les salaires, sur les négociations salariales, et pour les personnes qui n'ont pas d'occupation, comment. D'autres interventions? Présentez-vous.
Très bien. C'est déjà beaucoup. La question, elle porte aussi sur les 150 €. Comment est-ce que, parce que le système de santé, on a une carte vitale, la prestation elle est fléchée. On n'a pas 150 € dans sa poche, on peut dépenser où on veut. Comment est-ce que vous vous assurez que ces 150 € soient bien orientés sur une dépense qui répond à un besoin alimentaire, qui soit dans un cadre de santé, etc. etc. Et la deuxième, parce que je sens que vous avez évoqué une liberté de choix. Est-ce qu'il ne faut pas aussi assumer d'obliger, d'une certaine façon, à orienter cette dépense sur un certain système alimentaire? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu dans les écoles aussi de sensibiliser dès vraiment le jeune âge pour véritablement, parce que c'est aussi un des pieds de la démocratie. Alors, je veux éclairer, c'est un levier sur l'éducation qui est extrêmement important. Est-ce que c'est pas... Voilà. Merci. On va peut-être, déjà ça fait une bonne série de questions. Ouais. Alors merci de les répéter. Ah, mais en fait tout le monde a entendu là, non? Tout le monde a entendu, c'était clair s'il y a... Ça ira comme ça? Oui. Ça ira comme ça, d'accord. Alors, je ne sais pas qui est ce... Vous allez répartir les questions, les réponses? S'il y a des réponses. Mais il y a des réponses. Ah bon, il y a des réponses. Oui, je veux bien répondre, mais je ne veux pas te... Non, je prendrai mon tour. En fait, il me semblait qu'il y avait un... Je n'aurais pas été capable de répéter les questions, mais il me semble qu'il y avait un peu les 3 points de la sécurité sociale, de l'alimentation qui ont été abordés. Un sur l'éducation populaire, un sur la cotisation et un sur le conventionnement. Voilà, donc peut-être pour répondre aux questions de monsieur, les 150 € c'est pour tout le monde, donc une famille où il y a 3 enfants, ça fait 450 € pour les enfants et 300 € pour... voilà, c'est pour tout le monde. Et de la même manière qu'aujourd'hui, les gens qui ne travaillent pas, du coup ils cotisent pas, ça ne les empêche pas d'avoir accès à la sécurité sociale de santé. En fait, c'est le même principe, quoi. En fait, on cotise en fonction de ses moyens. Cette cotisation, elle est sur la valeur ajoutée générée par le travail, mais si on ne travaille pas, on reçoit quand même. En fait. Et en fait, c'est une cotisation, c'est un pourcentage du salaire, donc ça fait qu'il y en a qui cotisent plus que ce qu'ils vont recevoir en fonction du salaire, quoi. Mais, je répondrai après aux autres questions. Justement, sur cette histoire de conventionnement et d'accès, ces 150 € seraient sur une sorte de carte vitale, mais ne pourraient être dépensés que soit pour des produits conventionnés, soit chez des acteurs conventionnés, de la même manière que si on va chez un médecin qui n'est pas conventionné à la sécurité sociale de santé, eh ben, on n'est pas pris en charge. Petite parenthèse, tous les médecins qui refusent de pratiquer, ou les dentistes, qui refusent de pratiquer la CMU, moi je les déconventionne, mais j'ai un côté un peu... Mais oui, après, parce qu'il y en a beaucoup, et la CMU c'est quelque chose de très important. Donc voilà, donc il y a cette notion, c'est pour ça qu'on a un petit peu parlé longuement sur le conventionnement. Alors, c'est effectivement prévu pour tous les membres de la famille, mais par contre, ces sommes ne peuvent être dépensées que chez des acteurs ou pour des produits fléchés. C'est ça le principe. Et là, on va pouvoir... on a quand même... Alors, encore une fois, c'est un projet, on ne rentre pas dans le détail, mais le principe est celui-là. La boussole, ça reste le régime général de sécurité sociale. Et en fait, il y avait des questions aussi sur... je pense qu'il y a une question super importante, c'est la question de la démocratie. Et je pense que ça ressortait... parce que souvent, quand on présente le projet, on a l'impression bien sûr que le but, c'est la transition des territoires et c'est de faire en sorte que les systèmes alimentaires soient respectueux des gens, soient respectueux de l'environnement, etc. Mais
pour nous, l'enjeu démocratique, il est indispensable parce qu'on ne pense pas que si on impose des critères de durabilité environnementale, c'est ce qui va permettre vraiment cette transition dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on mise tout sur l'éducation populaire. Et cette éducation, elle peut avoir lieu dans les écoles. On s'interroge aussi sur peut-être le rôle de la caisse d'être un lieu aussi de sensibilisation, de formation, qui pourrait aussi jouer ce rôle. Et ensuite, les personnes qui sont donc tirées au sort et qui intègrent les caisses doivent effectivement être formées à ces enjeux. Et nous, on pense que si les gens sont formés aux enjeux agricoles, alimentaires, de santé, etc., ils feront les bons choix, en fait. Et donc, il ne s'agit pas d'orienter en disant voilà ce qu'il faut dans une assiette et du coup voilà ce qu'on va flécher sur le territoire, il faut que ce soit local, il faut que ce soit bio, etc. C'est pas l'idée. Et d'ailleurs sur la question, il y avait une question aussi peut-être de culture et de quotidien. C'est aussi le choix des caisses locales, c'est de permettre d'adapter sur un territoire les différences culturelles qui peuvent jouer sur l'alimentation. Parce qu'à l'échelle nationale, ça serait trop confondu, alors qu'on ne mange pas la même chose dans le nord de la France que dans le sud de la France. Et même dans le nord de la France, il y a plein de communautés. Maintenant, la France, elle est multiple, il y a plein de cultures, et les gens, ils ne mangent pas la même chose. Et c'est aussi l'importance d'avoir une représentativité dans les caisses locales pour que chacun puisse retrouver, puisse effectivement conventionner des choses qu'il a envie de manger. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions sur l'éducation. Il y avait la question du restaurant. On n'y a pas réfléchi encore, il me semble. Mais j'ai envie de dire que c'est aux caisses locales de décider quels sont les critères pour conventionner un restaurant, quoi. Voilà. Les restaurants sont des acteurs de l'alimentation. Donc à ce titre-là, la caisse locale décidera ou pas de conventionner ou de ne pas conventionner. Encore une fois, les gens auront le choix, puisque 150 € c'est un minimum, ça sera bien pour les gens pour ceux qui ont peu accès à l'alimentation, mais en même temps, on ne va pas consacrer que 150 € à son alimentation, et donc il y aura du choix pour ce qui est au-delà des 150 €. Et il y avait la question des externalités positives aussi. Effectivement, si les gens mangent mieux, ils seront en meilleure santé, mais nous, c'est pas comme ça qu'on a envie de vendre le projet, de dire on va vous faire des économies, donc c'est un investissement intéressant pour vous d'investir dans des projets locaux, de sensibilisation à l'alimentation, etc. Mais effectivement, ça va être une externalité positive en fonction de ce que les gens vont choisir de manger. Et après, j'avais marqué la cotisation et c'était la question par rapport aux agences de l'eau, il me semble, qui étaient financées par les gens qui boivent l'eau. Ouais. Mais en fait, il me semble que la cotisation permet déjà en fait aux gens tous les citoyens de décider de ce qu'ils vont manger. Donc j'avais pas forcément bien compris la question. Les producteurs de maïs, par exemple. Oui. Les clients qui disposent d'une eau peu chère, peu onéreuse en termes de coût. Donc, qui est financé par la consommation personnelle. Les agences de bassin. Ouais. C'est quand même un organisme de l'État. Macroéconomie. C'est-à-dire que les agences de bassin sont une création très noble, mais il se trouve que leur financement, il faut le savoir, vient de la consommation, des paiements de la consommation individuelle. Et cette eau, ce financement permet aux agences de bassin de vendre leur eau aux industriels de l'agroalimentaire, extrêmement consommateurs de maïs, j'ai rien contre le maïs, je précise,
c'est ce qui s'est passé à propos de Sivens, et ainsi de construire un certain nombre de barrages qui apparaissent relativement inutiles par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, mais qui sont très utiles pour stocker l'eau, qui vont servir, l'eau peu chère, qui vont servir à faire pousser l'humanisme. Il y a toute une chaîne, c'est l'approche systémique. En fait. Mais du coup, quelle est la question par rapport à la sécurité sociale de l'alimentation? Vous pensez qu'il faut mettre en place une politique de fiscalisation différente Pour ces grands consommateurs. Pour ces grands consommateurs. Par rapport à l'eau? Par rapport à l'eau, par exemple, puisque l'eau fait partie de pas d'eau, pas manger, pas de bouche. Bien. C'est dans l'air. Pour financer la sécurité sociale. En fait, il y a une fiscalisation en fait, ce sur quoi vous pourrez y revenir, c'est sur l'ensemble des financements publics aujourd'hui qui existent sur l'alimentation et l'eau et qui pourraient être redispatchés, voire fiscalisés de manière différente, de façon à ce que ça puisse alimenter quand même tu as dit 115 milliards 120 milliards. 120 milliards. Hein 120 milliards. On parle de 120 milliards. Donc effectivement, il y a quand même des financements publics qui existent déjà. Est-ce que par rapport à ces flux financiers, y compris par rapport aux flux financiers de l'eau, ça peut effectivement être dans vos réflexions, comment vous voyez la rediffusion, le retransfert de ces flux financiers? Tu as dit tout à l'heure la PAC pouvait servir éventuellement des investissements. Comment vous voyez les choses? Peut-être préciser un peu si vous voyez des choses aujourd'hui là-dessus. C'est macroéconomique. J'ai un peu abordé ça tout à l'heure à propos du régime général de sécurité sociale de santé. Je fais très très attention à ce que dans la santé, c'est le travail qui permet et qui a permis aux salariés d'être des majeurs et de s'occuper de leur santé. Et le grand drame depuis Rocard, c'est qu'on est en train de passer la sécurité sociale santé sous le régime fiscal. Donc je fais très attention à différencier les deux. C'est pour ça que, en tout cas dans l'esprit de Réseau Salariat, alors peut-être qu'on aura des influences sur l'eau, mais on ne mélange pas la fiscalité et les cotisations, qu'elles soient sur la valeur ajoutée ou sur les salaires. Question. Alors il y a d'autres qui... Oui, pardon. Je dois filer, mais je m'excuse. Mais je vous donne simplement l'information pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, c'est que la think-tank Terra Nova, qui est proche du PS, présente son rapport sur la sécurité sociale alimentaire mercredi matin de 8h30 à 10h. Il faut s'inscrire, il faut aller sur le site pour télécharger le rapport et s'inscrire pour écouter la présentation et le débat. Je ne l'ai pas lu, mais je ne l'ai pas encore lu, il vient de sortir hier, donc je ne sais pas, vraiment, je suis incapable d'en parler. Juste, moi, si vous pouvez revenir sur des petites questions de précision. Dans ce que vous imaginez, qu'est-ce qui est de l'ordre d'un fléchage vers, je dirais, la qualité des produits? Par exemple, si c'est des produits locaux ou si c'est des produits bio, c'est plutôt ça. Ou alors c'est un fléchage vers des types d'acteurs économiques ou les conditions dans lesquelles ces produits ont été produits, et donc ça renvoie aussi à s'assurer que le travail soit correctement rémunéré, etc. Parce que là, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, et que derrière, par exemple, si c'est financer le fait qu'on achète des produits bio, on peut très bien les acheter chez Leclerc et chez Carrefour, les produits bio. Et donc, voilà, comment vous imaginez finalement le fléchage? Peut-être ça, c'est pas une grande question, mais ça me permet de rebondir, c'est plus une question qui relève de l'action politique, on va dire. On voit bien qu'à travers le système imaginé,
ça remet en question des forces économiques très structurantes, très structurées, très puissantes aujourd'hui, que ce soit dans le monde de la production, dans le monde de la distribution, de l'agroalimentaire. Et moi, ce qui m'interroge et ce que je ne vois pas et que j'aimerais bien sentir à travers la vision qui est la vôtre, c'est peut-être pas la même dans le collectif entre les différents acteurs, mais c'est le chemin par lequel quelque chose qui relève des principes que vous énoncez puisse advenir. Si on parle du conventionnement, et c'est là où je fais le lien un peu avec la question Patrice, à un moment donné, dans la manière de conventionner, ça va poser des questions très fortes qui et comment ça remet en cause des positions dominantes dans l'économie. Donc, du coup, par quel chemin on arrive à construire cet édifice que vous imaginez à l'échelle nationale? Ça passe par quoi? Comment vous le représentez? À la fois en disant que ça peut être très rapide, et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est très rapide? Et c'est là où les conditions dans lesquelles la sécurité sociale s'est construite autour de 45, c'est quand même des conditions très particulières. Et comment vous l'imaginez pour la sécurité sociale de l'alimentation? Ce que tu disais à la fin, c'est qu'en 45, quand ça se construit, il y a quand même un présupposé à la construction de cette généralisation du régime de sécurité sociale. C'est un taux d'emploi qui est extrêmement élevé. Et c'est notamment les travaux de Robert Castel qui dit que la protection sociale, c'est la propriété sociale, c'est-à-dire l'analogon de la propriété privée, mais pour ceux qui n'ont pas de capital. Et ça fonctionne parce qu'on attache des sécurités au travail, à l'emploi. Et quand, depuis 30 ans, on a un chômage de masse, et que cette protection sociale, elle prend des coups, est-ce que c'est là-dessus qu'il faut se baser pour construire un système qui nous sécurise sur le plan alimentaire? Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi interroger les difficultés associées au régime général de sécurité sociale tel qu'on connaît aujourd'hui? Merci, donc on va peut-être, ça sera peut-être le dernier questionnement parce qu'on devra laisser. Ah pardon, je vais vous passer la parole. Mais la question du chemin est importante. Hein. La question du chemin est importante. Alors, on est quand même intéressé de savoir qu'effectivement il y a un rapport sur la sécurité sociale alimentaire. Peut-être quand ça vient de nous être indiqué, là ça veut dire qu'on en parle. Donc quelque part dans le chemin on en parle. Donc ça c'est important. Après, effectivement, la question des initiatives locales est d'autant plus importante parce que c'est par là que ça va commencer. Et moi, je relancerai quand même la question de Patrice sur les intermédiaires tout à l'heure. Même si, effectivement, la question du financement par externalité peut se poser et on peut y répondre de manière différente, il n'empêche qu'il faudra des intermédiaires avant la question des caisses locales. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque part des prolégomènes, enfin des embryons de quelque chose. Et ça veut dire qu'effectivement, sur un territoire, on peut imaginer des expérimentations de démocratie alimentaire. On peut imaginer qu'il y ait des possibilités de mettre autour d'une table, c'est ce qu'on essaye de faire tous, des élus, des administratifs, des entreprises, des militants, des associations, peu importe, des gens qui s'intéressent à l'alimentation. Voilà, donc ça, il faudra que sur les intermédiaires, vous puissiez aussi nous dire quel type de chemin on peut prendre, parce que voilà, il y a beaucoup d'initiatives, mais elles ne sont pas forcément coordonnées entre elles, elles ne sont pas forcément organisées sur cette question de la démocratie alimentaire. C'est aujourd'hui le sujet qu'on peut discuter au niveau local. Dernière question, et ensuite ma question portait sur les chemins et sur les expérimentations. Justement, si vous pouviez en parler 2 minutes, ce que vous envisagez entre le flot de la médecine. Quel type de cas que vous avez pu repérer? Voilà, c'est ça. Parce que vous venez d'en parler. Donc... on était là en fait. Ouais, on est d'accord. Ce que je voudrais... un mot sur le régime général de sécurité sociale aujourd'hui. La sécurité sociale, elle paye encore en France les 2/3 des retraites, par exemple. Donc c'est quand même qu'il reste quelque chose qui reste fort. Cela dit, ça remet en cause, et je crois que c'est pour ça que la réflexion, en tout cas c'est pourquoi nous, à Réseau Salariat, nous sommes sur une cotisation sur la valeur ajoutée. Parce que du coup, la valeur ajoutée, ça n'est plus qu'il y ait un grand nombre de salariés ou un tout petit nombre de salariés. S'il y a de la valeur ajoutée, il y a cotisation. Alors après,
sur les chemins, je crois que trouver 120 milliards de cotisations comme ça, là, maintenant, dans l'état actuel des choses, on ne voit pas, effectivement. Néanmoins, un petit mot, quand j'ai rencontré Bernard Friot il y a une dizaine d'années, Bernard Friot, lui, c'est 100% du PIB, 100% du PIB sous la cotisation sociale. Et avec, on conserve la notion de propriété, on supprime la propriété d'usage, c'est-à-dire que tant qu'on use de sa propriété, on est propriétaire. Ce qu'il veut supprimer, c'est la propriété lucrative. Et une question, mais la première fois que je l'ai vue, une question que je lui ai posée tout de suite, mais parce que qui dit on supprime la propriété lucrative, ça veut dire qu'il n'y a plus d'actionnaires. Il dit mais les actionnaires, ils ne vont pas être d'accord. Et là, Friot m'a répondu, bien entendu, tout ça n'ira pas sans quelques mouvements populaires. Et je crois, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais un mot sur les choses qui vont changer. Quand on voit l'anxiété de la jeunesse sur l'écologie et tout ça, il y a vraiment des problèmes d'anxiété importants, et je pense qu'il y a des choses qui vont forcément bouger. Est-ce que dans les 10 ans qui viennent, et à ce moment-là, si on exige suffisamment fortement une sécurité sociale de l'alimentation ou d'autres sécurités sociales, on pourrait penser à une sécurité sociale du logement, on pourrait penser à une sécurité sociale des arts et de la culture. Donc voilà, c'est sur ce type de transformation. Mais c'est un véritable changement de paradigme. Donc maintenant, on va changer de logique aussi. Donc voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est en construction, sur lesquels toutes les organisations du collectif réfléchissent ensemble, réfléchissent quelquefois en s'engueulant, mais généralement on finit toujours par pas forcément se mettre d'accord, mais on finit toujours pour essayer d'avancer, ce qu'on essaye de faire là, maintenant. À toi. Oui, effectivement, du coup, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, sur un peu la stratégie, en fait, de comment mettre en place cette sécurité sociale de l'alimentation, il me semble qu'il y a à la fois la sensibilisation, l'information, enfin voilà, faire connaître le projet pour que ce soit quelque chose de désirable, que ça puisse intégrer un imaginaire voulu par nous tous, et qu'il puisse y avoir une pression qui soit faite par les citoyens sur les pouvoirs publics pour qu'il y ait des projets de loi qui se mettent en place et qui légifèrent sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et ça, c'est pas tout à fait lointain, en fait, parce qu'il y a déjà même En Marche, il y a Sandrine Lefeur qui a fait un rapport sur la sécurité sociale de l'alimentation, enfin qui a fait un rapport sur la sécurité alimentaire et qui parle de mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation, après avoir notamment discuté avec pas mal de gens, et notamment des gens du collectif. Nous, on avait déjà aussi discuté avec la France Insoumise qui cherchait à mettre en place un projet de loi sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a un rapport du PS, alors que j'ai pas vu, que j'ai téléchargé effectivement sur mon bureau, mais que j'ai pas encore regardé sur... Enfin voilà, donc il y a quand même une convergence aujourd'hui politique pour une mise en place de sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça doit passer par ça, mais pour que ça passe par ça et que ça soit pas réapproprié n'importe comment en fait par certains partis politiques, il faut aussi que on reste vigilant et que la demande citoyenne soit informée. Et donc par rapport aux initiatives locales, il y a tout un tas d'initiatives, mais les initiatives, elles doivent en gros accepter les 3 piliers qu'on vous a présentés, donc l'universalité, la cotisation et les critères de conventionnement, pour pouvoir se revendiquer d'une sécurité sociale de l'alimentation. Il y a par exemple à Lyon, c'est la municipalité qui cherche à allouer 50 € à, je sais plus, peut-être une quarantaine, une soixantaine d'étudiants, et ensuite de voir comment ils vont utiliser ces financements sur justement la durabilité, enfin les critères un peu alimentation saine, quelle va être la part
de l'alimentation saine dans ces 50 €, comment ça va être dépensé, sur d'autres critères. Et puis, donc ça fait partie des initiatives locales. Il y a aussi des groupes d'acheteurs qui cherchent à mettre en place des mutuelles un peu alimentaires où chacun volontairement cotise à cette mutuelle et ensuite ces cotisations sont redispersées en fonction à tous les adhérents, même ceux qui n'ont pas cotisé, et ensuite la mutuelle va ensuite acheter des produits qui sont décidés par l'ensemble des cotisants. Enfin voilà, ça c'est le type d'initiative qu'on peut avoir au niveau de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça c'était pour la stratégie, pardon. Non. Et je voulais parler d'une initiative réseau salariat, mais vas-y. Du coup, je finis juste par rapport au financement. Donc effectivement, j'imagine que vous faisiez référence au trou de la Sécu, ce genre de truc dont on parle là. Les calculs qui ont été faits, nous, Ingénieurs sans frontières, Agrista, sur la cotisation salariale, c'est en gros, on prend 150 € fois toutes les personnes qui vivent en France, 120 milliards. On sait qu'il y a tant de personnes qui travaillent, et donc en gros, ça fait une cotisation de 10%. Donc c'est sur la réalité actuelle du nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui. Mais voilà. Merci Franck, merci Sarah, malgré ta voix, t'as résisté. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez comme ça envie d'approfondir, puisqu'il y a plein de choses qui sont en cours. Il y a ce petit document là, 2 €, qui est une BD, donc on peut commencer par une BD sur un sujet un peu compliqué, ça fait pas de mal. Et puis on aura peut-être l'occasion de revoir avec des acteurs locaux, puisque vous avez compris qu'à Pantin, à la ville, il y a plein d'acteurs locaux qui sont intéressés par ces questions d'alimentation et que quelque part ça sera intéressant de voir un peu avec vous et avec le collectif ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, merci, on va laisser le restaurant, parce que de fait on est dans un restaurant, donc il va falloir préparer des tables. Il suffit de parler de...